Judaïsme dans la cité, bonjour Rémi Semoun. Bonjour. Et ravi de vous retrouver. Comme tous les mercredis, nous en parlions tout à l'heure dans l'édito politique avec Alexis Lacroix. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat est actuellement examiné par les députés à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas vous demander, Rémi Semoun, de nous livrer votre avis en direct sur chacun des articles de ce projet gouvernemental. Ce qui m'intéresse davantage, c'est la manière dont le judaïsme se positionne sur la question des prix, sur la question de l'inflation et de la régulation des tarifs, en particulier de ceux des produits de première nécessité, un sujet qui est au cœur de l'actualité politique, donc économique et sociale en France, mais aussi en Israël. Rémi Semoun. Absolument, bien. C'est un vieux problème, évidemment. Alors, les références que nous avons sont des références talmudiques. Inutile de le dire à nos auditeurs. J'imagine, la société du temps du Talmud n'est évidemment pas la même que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et elle est beaucoup plus simple, nous n'avons pas les problèmes de la mondialisation, etc. Mais le commerce existe quand même. Le commerce existe quand même, et évidemment, ces problèmes se posent. À l'époque, le pouvoir dans les institutions de l'ancien Israël, la réalité du pouvoir est entre les mains du Sanhédrin. Contrairement à ce que l'on pense, souvent, même dans les périodes où il y a une monarchie forte à la tête d'Israël, c'est-à-dire au temps de David, de Salomon et de leurs successeurs, eh bien, la réalité du pouvoir est entre les mains du Sanhédrin, autrement dit, de ce qu'on pourrait appeler la Cour suprême, par référence à autre chose, et le roi n'ayant en fait qu'un nombre de prérogatives limitées. Essentiellement, le roi est un chef de guerre et encore, pour déclarer la guerre, il doit d'abord obtenir l'autorisation justement du Sanhédrin. Alors, donc c'est au Sanhédrin de voir. Et une de ses charges, telle que le Talmud l'a définie, c'est d'aller inspecter le prix des denrées de base. Et denrées de base sont définies? Oui, absolument. C'est-à-dire essentiellement le blé, en réalité, qui est la nourriture de base de l'époque. Et de manière générale, le produit des récoltes. N'oublions pas qu'on est dans une civilisation agricole. Autrement dit, c'est essentiel. C'est très important que les gens puissent acheter à manger, tout simplement. Et donc, à partir du moment où la nouvelle récolte apparaît, le Sanhédrin avait entre autres pour mission d'envoyer des représentants sur les marchés et de vérifier les cours. Mais qui fixait ces cours, justement? C'était le Sanhédrin ou c'est... C'était le Sanhédrin. Il mettait en fait un plafond. Et on peut imaginer, alors le texte ne nous le dit pas, on peut imaginer que les commerçants, sauf exception, collaient au plafond. Mais il mettait un plafond et on n'avait pas le droit d'aller au-delà. Et pour éviter le renchérissement, même artificiel, de ces denrées, l'exportation de ces denrées, puisqu'il y avait déjà du commerce international de l'époque. Autrement dit, on allait à 50 km de là, dans le pays d'à côté, mais c'était... Ce qui devait déjà être pas mal. Oui, ce qui était beaucoup. L'exportation de certaines denrées était interdite. Les denrées comme celle-là, les denrées alimentaires, par exemple, parce que bien entendu, la technique était évidente. On allait éviter qu'il y ait trop de céréales qui arrivent sur le marché. Pour faire baisser l'offre et donc pour faire augmenter les prix. Exactement. Les techniques sont toujours les mêmes. Eh bien, cela était interdit. Et il ne faut pas croire que c'était un interdit théorique. Le Sanhédrin avait dans toutes ces matières un vrai pouvoir d'ordre public. Autrement dit, il envoyait des surveillants, une fois que les cours avaient été fixés, et les surveillants faisaient constamment le tour des marchés pour ramener les récalcitrants à la raison. Et pourquoi tout cela? Donc, il n'y avait pas de spéculation sur le blé? Non. Il ne pouvait pas y en avoir, non plus que d'autres denrées alimentaires. Il pouvait y avoir de la spéculation qui était autorisée sur les produits de luxe, bien sûr. Prenons un exemple. La moutarde. Oh, ça, c'est une denrée de base pour certains. mais par exemple, bien sûr, il pouvait y avoir spéculation sur des fruits qui étaient à l'époque perçus comme une denrée de luxe. Il pouvait y avoir spéculation en dehors de l'alimentation sur les bijoux, sur les armes, sur toutes ces choses qui faisaient partie de la vie, mais qui n'étaient pas absolument indispensables. Mais les gens devaient pouvoir avoir du pain à table. Exactement. Il fallait protéger un pouvoir d'achat, pour prendre des termes modernes qu'on n'utilisait évidemment pas en ce temps-là. Il fallait avoir un pouvoir d'achat minimum qui permettait un niveau de vie décent pour chacun. Pourquoi les céréales? Parce que les céréales, c'est le pain. Et que le pain, c'est la nourriture de base de l'époque. Alors évidemment, aujourd'hui, ça s'est un petit peu étendu. Les modes de vie ont changé. Mais c'est le même raisonnement, en réalité, qu'on appliquerait aujourd'hui à un nombre un peu plus important de denrées, parce que l'alimentation s'est diversifiée. Et c'est très important, parce qu'en réalité, c'est intéressant de voir comment, dans une économie qui est
libre par définition. On n'a pas encore eu toutes les réflexions qui sont venues ultérieurement dans l'histoire. Une économie qui est libre, qui se crée d'elle-même, qui établit ses propres lois, eh bien on voit apparaître très vite une préoccupation de quel est l'effet de l'économie sur l'homme. Mais à partir de quel principe? On sait que les sages du Talmud se réfèrent toujours au texte biblique, ou en tout cas à partir du texte biblique créent des logiques, ou en tout cas des processus logiques pour établir leurs décisions. À partir de quoi se fondent-ils, sur quoi se fondent-ils pour justement réguler de manière aussi drastique la fixation des prix des produits de première nécessité? C'est un des grands principes collectifs que met en place le texte de la Torah. Il faut rechercher le tzedek. Le tzedek, c'est une notion complexe. On dit souvent la justice. C'est pas tout à fait juste, même si la traduction est exacte. Le mot tzedek, c'est l'équilibre entre la justice et l'équité, quelque chose comme ça. Et c'est cela qu'il faut regarder. Autrement dit, il faut assurer la vie de l'agriculteur, en l'occurrence, la vie du commerçant, et puis il faut assurer la vie de tout un chacun du consommateur. Le tzedek ici se trouve là. Le rôle du Sanhédrin, c'est de faire que la notion de tzedek soit installée dans la vie quotidienne, que ce ne soit pas une notion théorique. C'est un petit peu, pour prendre des exemples modernes, c'est un petit peu comme s'il y avait une cour de justice qui regarderait tous les jours au fronton des édifices publics liberté, égalité, fraternité, et qui se dirait chaque jour, je vais aller faire la tournée des rues des grandes villes pour savoir comment la liberté est appliquée, etc., etc. C'est cette attitude-là. Parce qu'en réalité, le tzedek ne peut être qu'une affaire de concret et jamais une affaire purement théorique. Merci beaucoup, Chaim Nissemoun, d'avoir été avec nous. Judaïsme dans la cité, à réécouter évidemment sur notre site radioj.fr. Excellente fin de semaine à vous. Shabbat shalom. Shabbat shalom.